l'antenne sur Être prof. Et cet après-midi, avec une joie immense que de t'accueillir, Isabelle. Je te laisserai te présenter après. Je vais introduire le sujet et accueillir un petit peu les gens qui ont une petite notification sur leur téléphone, donc ils vont arriver sur l'émission. Cet après-midi, on va parler de la place des parents. Et ce qui va nous intéresser à nos deux visions, c'est de parler et aux enseignants et aux parents, avec le défi majeur qui se présente à nous dans cette crise incroyable, c'est finalement de créer un dialogue et une nécessité à coéduquer, parce que sinon ça va être compliqué. Donc cet après-midi, on va essayer de mettre en relief tout ça, et ben, on va voir ce qu'il en ressort. Marilyn, bonjour. Vous savez bien sûr que toutes les questions sont les bienvenues dans le chat. J'ai forcément deux anges gardiens qui, cet après-midi, doivent être Fabien et Cécile, qui feront remonter vos questions dans nos petites boîtes à côté. Donc, je saurai quelles sont les questions que vous vous posez. N'hésitez pas, Isabelle est là pour vous répondre. Moi, j'apporterai peut-être quelque chose de complémentaire, mais peut-être pas. Si ça se trouve, cet après-midi, je vais ne faire que poser des questions et ça sera très reposant. Isabelle, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tout le monde. Ravie de vous rencontrer comme ça. Bon, c'est très bizarre parce que je ne vous vois pas, mais on va essayer de faire avec. Alors, ravie de vous rencontrer. Je suis directrice d'une école qui s'appelle l'École du Colibri dans la Drôme, dans le centre des Amanins. Et c'est une école qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été reconnue par l'État et qui a mis en avant dans son fonctionnement la coéducation, justement, avec les parents, et l'apprentissage de la paix et de la coopération. Voilà, donc je vais essayer de vous éclairer un peu cet après-midi. Un joli programme, ma foi. Je vais un peu je vais un peu donner le déroulé de l'émission tel qu'on l'a imaginé. On va essayer de se mettre un peu en contexte, le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire ce passage de l'école dans les murs à l'école hors les murs et dans la maison. Donc, forcément, sur les classes d'âge petites, on a nécessité à faire intervenir les parents et à les accueillir dans ce dispositif. On verra ensuite la place de l'autonomie et la place qu'on fait dans les apprentissages et la pédagogie qu'on propose à nos élèves dans ce contexte. On abordera ensuite, du coup, la place des parents en tant que coéducateurs et on verra comment on peut expliciter leur rôle, comment on peut les accompagner à prendre une place qui est la leur et qui n'est pas celle d'un pédagogue. Et voilà, on essaiera de voir comment on peut passer nos consignes, quels petits trucs et astuces on peut peut-être avoir pour accompagner tout ce petit monde, élèves et parents, à faire cette classe hors les murs. Alors, on met en contexte. Et pour mettre en contexte, finalement, j'ai bien envie qu'on parte de ton expérience, Isabelle. Il y a 2 semaines, on apprenait la fermeture des écoles. Donc, le contexte est tel qu'il fallait passer très, très rapidement d'un contexte école dans les murs à école transvasée à la maison. Toi, ça t'est passé comment? Alors, comme tout le monde, d'abord un espèce de blanc. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire par écran interposé, à part des exercices pris dans des livres et dont je sais le peu d'efficacité si ce n'est pas accompagné par de la didactique et de la pédagogie. Voilà, donc avec mes collègues le vendredi après-midi en catastrophe, on a rempli leur cartable avec les quelques livres qu'on avait, parce qu'on travaille beaucoup avec des outils qu'on fabrique nous-mêmes. Donc on a quand même quelques livres à l'école, donc on a vite rempli les cartables. Et puis surtout, on leur a dit, vous inquiétez pas, on va rester en lien. Voilà. Et le plus important, c'est cette occasion de rester en lien. Voilà. Et donc, les enfants sont repartis avec ça. Nous, on n'a pas eu le site Blackboard, là, qu'ont eu l'éducation nationale, parce qu'on est dans l'enseignement privé, donc on n'y avait pas droit. Donc, nous, on a appris à se servir de Zoom et on a créé des réunions avec eux. Mais alors, d'abord, quelle joie de se retrouver. Ça a été déjà un vrai bonheur de se revoir. Et là, chaque semaine, les parents m'ont dit que c'était un énorme soutien pour eux, cette réunion hebdomadaire par petits groupes d'enfants, donc une dizaine maximum. Et on voit avec eux où est-ce qu'ils en sont. Et
là, je vois que je commence à même leur apprendre 2 ou 3 choses. Je suis pas dupe, hein, il va pas en rester grand-chose, mais quand même, on peut quand même apprendre des nouvelles choses. Donc, le premier mouvement, c'est celui-là. Du coup, comme dans toute crise, là, je parle plutôt aux enseignants, c'est l'occasion de créer, quoi. Donc, on est obligé de créer. Là, on n'a pas le choix, on ne savait pas faire. Moi, je vois déjà qu'en 2 semaines, j'ai affiné des choses. Il y a des choses, bon, en fait, ça me demande un boulot énorme. Je pensais qu'on allait pas moins travailler, pas du tout. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça demande de beaucoup anticiper ce qu'on va leur faire, de beaucoup l'expliquer par écrit. Donc, ça demande un gros travail de préparation. Mais en même temps, ça nous demande à être créatifs et surtout, moi, j'ai envie de dire aux enseignants, c'est l'occasion de reprendre notre liberté pédagogique là, complète. Il faut tout inventer. Donc, vous êtes sûr d'être bon, allez-y, testez. Et puis, ce qui ne marche pas, prenez l'habitude de faire de l'essai-erreur. Ça ne marche pas, la semaine d'après, faites autrement. Ça marche mieux, hop, on continue. Ça marche moins bien, hop, on change. On va expérimenter puisque, voilà, c'est une occasion de nous redonner cette belle compétence de chercheur. Très clairement, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est une situation inédite que personne n'a vécue, on n'a personne qui peut arriver en expert en disant non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, puisqu'on voit bien finalement que même les directives qui viennent d'en haut, elles deviennent très vite caduques parce qu'elles n'ont pas été testées sur le terrain. Et donc finalement, on retrouve, comme tu le dis, cette force du terrain qui est la force de la recherche, de l'essai-erreur et finalement de la co-construction. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant quand on a cet esprit-là, ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais on y trouve plutôt excitation à sortir de notre zone de confort. Mais le souci est pour les collègues et de l'autre côté pour les parents, de sortir de cette zone de confort qui est une totale non-maîtrise. C'est super difficile. C'est difficile et en même temps, laissez-vous guider par les idées qui germent ou les idées que vous donnent les enfants. Demandez-leur. En fait, là, ils vont pouvoir faire de l'image. Ils vont pouvoir écrire sur un ordinateur, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Alors là, évidemment, je m'adresse à des endroits où il y a des ordinateurs. La première question qu'il faut vraiment aborder maintenant, c'est aussi la diversité. C'est-à-dire que les familles sont très, très diverses. Donc, ça va dépendre des familles auxquelles vous vous adressez. Mais si on prend, on va dire, typiquement une famille où il y a au moins un écran relié, s'ils ont accès à cet écran de temps en temps, les enfants peuvent regarder des vidéos, aller chercher des documents, taper des choses. Et évidemment, ça va être différent selon les âges. Tout à fait. Excuse-moi, je n'ai pas appris. Je prends un verre d'eau, je reviens tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Du coup, je vais meubler en attendant Isabelle. On voit bien effectivement là l'enjeu qui a été le nôtre de lâcher cette idée qu'on pouvait tout maîtriser. On avait une maîtrise à peu près, on maîtrisait à peu près notre environnement dans la classe et il nous a fallu lâcher complètement et arriver sur un terrain complètement vierge qu'il y a à ensemencer de toutes ces idées. Et ce que j'entends d'Isabelle là, et qu'on essaie de partager depuis le début, c'est que finalement, c'est en co-construction avec son équipe, avec les parents et avec les élèves. Donc, nous, dans l'équipe, par exemple, la première chose qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on crée des difficultés pour les enfants qui sont déjà en difficulté. Donc, on va donner plutôt des choses de l'ordre de la révision, de l'ancrage, et on va accompagner le mieux possible ces enfants-là. Donc, déjà, ça demande à différencier complètement notre enseignement. Moi, je me rends compte à quel point, là, je suis obligée de différencier ce que j'envoie. Je ne peux pas envoyer pareil à tout le monde, c'est impossible. Donc, ça nous oblige à la différenciation. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, quelque chose que moi, je fais tout le temps sur le terrain. Néanmoins, là, c'est en préparation que je le fais, donc je l'anticipe encore plus. Donc, c'est un angle encore un peu différent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir tenir compte du fait qu'ils sont ou pas accompagnés dans ce travail. Et que là, mais c'est obligé d'en tenir compte. Et pour moi, l'excellente nouvelle de ce confinement, c'est que ça oblige les parents
et les professeurs à se rencontrer. On va être obligé de se parler parce que là, franchement, si on fait qu'envoyer des exercices à des familles dont on ne connaît pas absolument ce qu'ils vivent à la maison, voilà, on commence à voir dans les médias, on commence à nous parler de familles où, par exemple, si les deux parents sont en télétravail, ils ne sont pas du tout disponibles pour leurs enfants pour les aider. Si l'enfant est inquiet pour faire son travail, du coup, il s'énerve, du coup, les parents s'excitent, et du coup, ça fait des drames à la maison. Après, tu as des parents qui veulent en faire plus. On a de tout. Il y a de tout. Il y a de ceux qui veulent en faire trop à ceux qui laissent tomber et disent tant pis, on ne fait rien. Voilà. Donc, comment nous, enseignants, on va rentrer en lien avec ces familles et aller voir comment c'est dans leur monde. Et du coup, pour les familles, c'est aussi l'apprentissage de venir voir comment c'est dans mon monde d'enseignante. Et ça, quelle chance on a avec cette période-là de pouvoir coéduquer et de pouvoir se dire là, Isabelle, je ne comprends rien à ce que tu as demandé. Là, Isabelle, mais c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que nous, quelquefois, on en voit pour nous, c'est évident que ça, mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Mais le parent en face, c'est peut-être cet exercice-là qui va se mettre en tête de faire le plus important, alors que l'autre exercice qui nous paraissait fondamental, il sera dit non, ça c'est idiot, on le laisse tomber. Donc, il va falloir qu'on soit précis. Il va falloir qu'on communique beaucoup plus sur nos intentions. Quelle est l'intention derrière chaque tâche? Et c'est un véritable enjeu, et notamment celui de la construction de l'autonomie, finalement. Et dans ce que tu dis, c'est que à devoir devancer les difficultés que les élèves vont pouvoir rencontrer, à devoir devancer dans quel état d'esprit on doit se mettre pour faire ce travail. Ah oui, on a besoin de ça. Ah, on a besoin de cet élément à mobiliser. Ah oui, on aura peut-être besoin à un moment de ce lexique-là. De tout devancer, ça peut permettre aussi de construire l'autonomie. Et est-ce que toi, il y a des choses précises qui te viennent en tête par rapport à ça depuis 2 semaines? Alors, dans les choses que j'ai vues et qui montaient, c'est qu'il y en a, par exemple, si je prends les plus grands, dans les CM1, CM2, là, j'ai très bien vu en dehors de ce que les parents ont fait, vraiment dans la posture d'élèves, j'ai vu ceux qui étaient enchantés, ravis d'être autonomes et de se prendre en main. Et ceux qui ont navigué dans mais c'est obligé ou c'est pas obligé de le faire, ce travail? Et si j'essayais de faire autre chose, parce que je suis pas très à l'aise dans les trucs scolaires, donc finalement, peut-être que c'est un peu quand même des vacances. Tu les voyais flotter entre eux. Donc, il y a ceux qui sont allés tester ça. Donc là, nous, en fin de semaine dernière, on les a appelés un par un pour leur dire, mais en fait, c'est pas un jeu. Voilà. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, et ça, c'est un conseil que je donne aux familles vraiment très fortement, il faut leur donner un emploi du temps. En fait, il faut les cadrer temporellement. Il va falloir leur donner des repères dans la semaine. Donc, c'est le lundi, tu fais l'école de 9h à midi. Voilà, il y a un moment où on le fait, et il y a un moment. Alors après, ça va être adapté suivant les familles, justement. Et c'est à vous, en tant que famille, d'adapter suivant votre disponibilité, de façon à ce que le parent puisse se rendre disponible au moins pendant une demi-heure. Avec les plus petits, par exemple, en maternelle, grande section CP, CE1, donc ce qu'on appelle le cycle 2, là, franchement, c'est obligatoire qu'il y ait un parent pas loin. Ils n'ont pas encore assez d'autonomie. Mais ça doit durer, je ne sais pas, une demi-heure par jour. Le reste du temps, les parents, on va les inviter à être super créatifs. Donc, moi, je les invite, par exemple, à leur faire des messages écrits, puisqu'ils sont en train d'apprendre à lire. Donc, ça va être, va mettre le couvert, et je te l'écris, et on joue à être muet, et je t'envoie des messages. Va ouvrir la fenêtre, va chercher ta boîte de Lego, je sais pas. On fait des jeux où faut écrire et communiquer. On peut envoyer des textos, parce que l'on n'arrête pas de s'envoyer des messages. Dans la famille, c'est l'occasion de leur faire écrire des messages. Voilà, la famille, il va falloir qu'elle soit créative sur qu'est-ce que je peux faire qui a un rapport avec ce que la maîtresse demande, mais qui fait du jeu avec mon enfant. Voilà, il faut que ce soit du jeu, il faut qu'il y ait de la joie. S'il n'y a pas de joie... Mais du coup, comment tu proposes ça aux parents? C'est-à-dire que tu dis par exemple, vos enfants sont en train d'apprendre à lire, donc
plutôt que de faire un exercice de lecture sur un album, eh bien, emparez-vous de la vie quotidienne. Tu leur donnes des exemples. Comment réellement, pragmatiquement, tu fais? Alors, en fait, moi, j'aime bien toujours faire du et. Donc, je fais les deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, je leur donne des exercices à faire. Et puis, je propose qu'ils fassent autrement. C'est-à-dire que si vous voyez que vous prenez le chou avec votre enfant et qu'il n'a pas envie, et que du coup, vous voyez que ça s'accroche et que du coup, il n'y a plus de plaisir à lire ou à écrire, faites-le jouer avec des choses où l'écrit lui sert dans sa vie. Parce qu'en fait, quand on s'écrit, si on apprend à lire et à écrire, c'est pour que ça serve à quelque chose. Donc, il y a la lecture plaisir. Lisez-lui des histoires et tout d'un coup, vous lui faites lire un mot. Vous continuez l'histoire, vous lui faites lire un mot. Vous continuez l'histoire, vous lui faites lire un mot. Celui qui lit plus, vous lui faites lire 2 lignes, puis après, vous lisez la fin de l'histoire. Voilà, vous vous adaptez à l'enfant qui est en face de vous, de façon à ce que ça reste un plaisir. Et puis, sur les écrits, ben, vous cherchez des situations de la vie quotidienne où il y a besoin de lire, où il y a besoin d'écrire. Vous allez lui faire lire une recette, vous allez lui faire lire, écrire des messages sur le téléphone, voilà, pour qu'il apprenne à communiquer et à se servir de cet outil. Et puis, du coup, demander aux grands-parents, aux amis d'envoyer des messages écrits pour qu'il ait envie de les lire. On va susciter la curiosité. Voilà, donc c'est plutôt à ça qu'on va les inviter. Ça veut dire que tu... Vas-y. Pardon. Ça veut dire que tu as eu un entretien avec chacun des parents ou c'est un message collectif? Je suis très précise, hein, mais c'est... Alors, nous, on l'a eu sur, quand on fait nos groupes, par exemple, si j'ai rassemblé les CP ensemble, donc ça peut être par demi-classe, hein, pour celles qui ont une classe entière, vous les rassemblez ensemble et vous demandez qu'il y ait les parents et l'enfant. Et moi, j'ai expliqué ça aux deux. D'accord. Et il y a quelque chose de vraiment très important à expliquer aux parents et aux enseignants. Moi, on a fait le choix à l'école, nous, d'accompagner individuellement ceux qui étaient en grande difficulté. Donc, on fait des séances d'une demi-heure par jour avec eux, individuelles, pour pas les perdre. Parce qu'en fait, il y a une espèce de panique. Et chez les parents, ça fait de la panique. Moi, ce que j'ai repéré chez les parents, c'est que ça crée d'abord un grand découragement parce qu'ils perçoivent la difficulté de leur enfant. D'habitude, en gros, c'est l'école qui porte ça. Et là, ils se retrouvent à voir leur enfant en difficulté et c'est pas facile. Et j'ai vu des parents pas du tout patients. Même dans les séances que moi je fais en individuel, je suis obligée de demander aux parents de s'enlever. Parce que souvent, ils soufflent la réponse. Et ça, c'est un point, nous les enseignants, il faut qu'on soit super attentifs à ça et qu'on apprenne à en rire avec les parents. Voilà, moi je vais beaucoup ramener l'humour dans notre coéducation. Et donc l'humour en disant, eh ben, vous savez, moi, en tant qu'Isabelle Peloux, quand je faisais travailler mes enfants à la maison, j'avais une patience à peu près grande comme ça. Quand j'accompagne des enfants à l'école, j'ai une patience gigantesque. C'est normal, ce ne sont pas mes enfants. Et donc, quand je leur pose une question, je leur laisse le temps de trouver. Mais quand c'était mes enfants qui cherchaient, dans mon idéal de mère, si j'étais une bonne mère, mes enfants, ils allaient quand même trouver vite, quoi. Et du coup, de voir la difficulté de mon enfant, ça me mettait dans une espèce d'inconfort, même une tension qui faisait que j'avais tendance à lui donner la réponse parce que c'était insupportable de voir qu'il ne trouvait pas. Et ça, vraiment, les parents, je vous invite à découvrir le temps lent. Donc, vous allez poser une question à votre enfant et vous allez attendre pour qu'il ait le temps de mettre en route son cerveau. Et son cerveau est plus lent que le vôtre, c'est normal, il est plus petit. Donc, laissez-le chercher. Et au bout d'un moment, demandez-lui, alors est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? De façon à ce qu'il vous le dise et que vous vous rendiez compte, par exemple, qu'il était complètement hors sujet. Il cherchait autre chose. Donc, on va prendre le temps de le laisser chercher et de lui demander, est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire? Et s'il n'a pas compris, du coup, on va lui reformuler. En fait, ce n'est pas ça qu'il fait que tu fasses. Et n'hésitez pas à lui faire un exemple. Plus ils sont petits, plus on marche comme par imitation, comme ça. On leur montre un exemple et
quand vous allez leur demander et là, de quoi tu as besoin? Vous allez voir, la plupart du temps, ils vont vous dire, est-ce que tu peux me le redire une deuxième fois pareil? Parce qu'en fait, l'enfant, il apprend par répétition. Donc, on va réexpliquer avec le même exemple une deuxième fois. Et quelquefois, avec le même exemple, une troisième fois. Et là, tout d'un coup, vous allez voir ses yeux s'illuminer et il va vous dire, ah, c'est donc ça qu'il fallait faire. Et il va pouvoir aller le faire tout seul. Voilà, donc c'est vraiment une autonomie avec le secret, c'est la question. Quelle est ta demande? Dis-moi ce que tu as compris dans ta tête. Et on prend du temps. Voilà. Et on montre et on remonte plusieurs fois. Ça, les parents, si vous comprenez ça, vous avez compris ce que c'était le métier d'une enseignante. Mais pour une enseignante, c'est beaucoup plus simple, puisque ce ne sont pas ses enfants qui sont là. Donc, elle peut attendre. Ça ne la met pas en danger. Elle se dit, bon, ben, je le laisse chercher, j'attends. Donc, souvent, on veut aller très vite, les parents. Ce que j'entends là, c'est que finalement, il y a et je prends du coup pas le revers, mais l'autre côté pour les enseignants, c'est que finalement, il y a une nécessité à expliciter ce qui est en train de se jouer dans la relation avec les enfants quand ils sont en train de travailler. Et moi, ça me paraît vraiment intéressant de le mettre à jour et d'essayer de le mettre en mots avec les parents et avec les élèves finalement. C'est-à-dire que de dire, hey, les enfants, c'est vrai, travailler avec papa ou maman, ou papa et maman, c'est pas du tout la même chose que de travailler avec moi, parce que, eh ben, ce que moi, des fois, je vous dis des choses, si c'est papa et maman qui vous le disent, ça va vous agacer, alors que moi, je peux vous le dire. Donc, c'est de mettre à jour finalement que la relation, elle est complètement différente. Moi, je trouve qu'il y a un truc super, super important qu'il faudrait essayer de ne pas lâcher, c'est finalement le contrat didactique, il est entre l'élève et nous. Et sur ce temps de confinement et de classe à la maison, c'est d'essayer de trouver la manière que ce lien didactique ce contrat soit toujours entre l'enseignante et l'élève et que les parents, ils viennent accompagner, ils viennent vérifier que le gamin remplit son contrat, mais ce contrat-là, il est bien entre l'enseignant et l'élève. Complètement, complètement. Nous, par exemple, en fin de semaine dernière, on a dû recaler les CM2. Voilà, par exemple, quand on faisait du Zoom, ils chattaient. Ils n'écoutaient pas tout à fait ce qu'on faisait. Hein. Voilà, donc on a dit, ben non, alors le chat, c'est interdit. C'est-à-dire que l'enseignant, il va être là pour mettre le niveau d'exigence. C'est son boulot. Quel est le cadre? Et du coup, quel est le niveau d'exigence attendu? Et donc, plus ils sont autonomes en âge, plus on va pouvoir leur expliquer ce niveau d'exigence. Quand ils sont petits, on va aider le parent en disant, par exemple, on va en gros légitimer le parent à poser le cadre scolaire. Pour que le parent puisse dire, mais c'est la maîtresse ou le maître qui a dit qu'il fallait faire comme ça. Ça, il faut qu'on aide les parents en leur disant, bon, ben nous, on demande qu'ils passent en CP une demi-heure par jour. Donc, comme ça, s'il ne le fait pas, c'est lui qui va se faire gronder, c'est pas vous. Alors, gronder, c'est pas peut-être le mot qui irait très bien, mais celui, voilà, on va aider le parent à trouver la légitimité à imposer du travail à la maison, à l'enfant. Parce qu'il y a des enfants, ils n'ont pas envie du tout. Donc, on va aider les parents en posant le cadre. Et ce cadre, il appartient bien à l'école et non pas à la maison. Par contre, à la maison, le parent, il faut qu'il tienne le cadre proposé par l'école. Et donc, ça demande que le parent soit aussi co-éducateur, c'est-à-dire qu'il accepte ce cadre proposé par l'école. Et en gros, moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, l'objectif des enseignants, c'est que vos enfants, ils perdent pas pied dans leur année scolaire. Moi, je suis assez convaincue, alors ça, je ne sais pas si Jean-Michel Blanquer va écouter cette émission, mais je suis assez convaincue que même s'ils ne font pas d'école pendant un mois, en fait, ce n'est pas très grave. Voilà. Mais par contre, ce qui serait embêtant, c'est qu'on perd. Parce que quand on va se retrouver, si on a la chance de se retrouver avant la fin de l'année, j'espère, quand on va se retrouver, plus on aura maintenu le lien, plus on aura une fin d'année efficace et où on pourra vraiment les accompagner correctement pour finir leur année.
Donc, il ne faut pas qu'on perde le lien. Il faut qu'on garde les acquis de l'année. Donc, ça veut dire qu'on va nourrir ce qu'il faut pour que l'enfant prenne pied, qu'il ne se paye pas tout d'un coup 3 mois de vacances et on se repaye une rentrée des classes comme en septembre où on met 1 mois à les faire redémarrer. Parce que là, ça sera de nouveau les grandes vacances. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'objectif qui est celui-là. Et puis l'autre objectif, c'est de donner aux parents leur juste place. C'est-à-dire qu'un parent, son rôle, nous, c'est ce qu'on dit en coéducation à l'école, hein, que le rôle des parents par rapport à l'école, c'est de montrer à leur enfant que ce que nous, on leur apprend à l'école, ça leur sert dans leur vie. Donc, par exemple, s'amuser à regarder une carte satellite pour voir c'est quoi 1 kilomètre autour de la maison. Voilà, ça fait quelle distance, jusqu'où on peut aller, puis on s'amuse avec les événements que l'actualité nous propose. Bon, comment on peut transformer ça en jeu? C'est-à-dire comment moi, parent, je peux donner du sens à ce que tu fais en maths, à ce que tu fais en géographie, à ce que tu fais en sciences, en quoi moi, parent, ça me concerne dans ma vie de tous les jours. Voilà. On n'apprend pas des choses à l'école pour embêter les élèves et pour que les maîtresses soient très contentes parce qu'ils ont fait du travail à l'école. Ça ne sert pas à ça, une école. On apprend des choses qui vont nous aider à devenir des êtres humains et si possible des êtres humains libres, autonomes et heureux. Donc vous, en tant que parents, prenez du temps avec vos enfants pour regarder des vidéos instructives, éducatives. Les laissez pas la regarder toutes seules. Laissez-les, regardez-les avec eux. Il y a plein de sites qui ont mis des choses gratuites en ligne. Donc, vous les enseignants, n'hésitez pas à envoyer aux parents des sites que vous trouvez intéressants. Et vous, les parents, prenez une fois par jour, par exemple, le temps d'aller regarder, je dis n'importe quoi, par exemple, un C'est pas sorcier avec votre enfant. Et ensuite, prenez le temps d'en parler avec lui, d'engager un dialogue. Tiens, toi, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tiens, moi, je peux te rajouter, si je suis un parent qui sait plus de choses, je peux lui rajouter des informations. Ou quelle expérience tu as envie qu'on fasse? Tiens, on va s'amuser à la faire. Voilà, faites des manipulations. Soyez créatifs aussi du côté des parents. Et nous, les enseignants, ce qu'on peut faire, c'est leur envoyer des repères de sites éducatifs. Parce que moi, j'en reçois beaucoup sur ma boîte d'éducatrice. Là, j'aimerais qu'on fasse une pause. Alors, je vais aller vers un registre qui est alors, c'est pas contradictoire, mais un petit peu quand même. C'est que là, on part du postulat qu'on a des familles qui sont disponibles, qui ont du temps, qui sont disponibles intellectuellement et affectivement. Et j'aimerais juste qu'on l'explicite, ça. C'est que dans les commentaires, et c'est fort légitime, il y a Marilyn qui dit ouais, le problème du moment, c'est que certains parents n'ont pas de temps pour ça. Et il y a des parents qui ne sont pas accessibles à ça. Et du coup, j'aimerais juste qu'on prenne 5 minutes pour expliciter forcément le point de départ de cette émission, qui est que si on parle de la place des parents, c'est que nous, on va leur donner une place, on va expliciter ce qu'on attend d'eux, mais qu'effectivement, ça, c'est notre part du chemin. Mais la part du chemin des parents, ça, on n'en est pas responsable. Pas du tout. Je ne suis jamais responsable de l'autre, ça, je ne peux pas. Donc, moi, je peux, en tant qu'enseignant, essayer de me mettre à leur place, ce qui n'est déjà pas forcément facile. Moi, je pense que je ne soupçonne pas ce qui se passe dans certaines familles de mon école parce que je ne le connais pas. Là, j'ai quelques familles où je sens qu'il y a de la résistance, mais je suis dans des quartiers ruraux et il se trouve que moi, par exemple, j'ai 100% de mes élèves qui ont un ordinateur. Je pense qu'il y a des enseignants qui se retrouvent avec des familles où il n'y a pas ça. Donc, forcément, le travail ne peut pas du tout être le même. Donc, après, ça va être le travail de l'enseignant, pour moi, ça va être de toujours maintenir le lien. Alors, soit par un entretien de semaine, soit par un coup de téléphone, si ce n'est pas possible autrement. Mais maintenez le lien avec vos élèves, c'est vraiment avec les familles. C'est, je pense, vraiment notre travail de maintenir le lien. C'est même un rôle social, pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire on est souvent un pôle d'ancrage pour certaines familles, donc il ne faut pas qu'ils perdent ce lien, c'est vraiment précieux. C'est même l'occasion de le nourrir.
hein, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Et déjà, si on maintient ça, même s'ils font pas l'école à la maison, c'est pas super grave, quoi. Par contre, c'est vérifier qu'ils ont toujours à peu près le moral, c'est vérifier qu'il n'y a pas de refermement trop difficile pour eux, c'est vérifier que leur enfant va bien, c'est vérifier qu'ils ne pètent pas des câbles, parce que je pense, moi, à des familles en ville. Nous, ici, moi, tous mes élèves, ils vont dehors. Donc, on est hyper privilégiés. Donc là, j'ai un peu du mal à répondre à ce que ça fait aux familles qui sont enfermées en ville. Et effectivement, là, il doit falloir proposer des choses aux parents. Et puis après, les parents, ils font ou ils font pas. Vous pouvez aussi rentrer en lien avec l'enfant et faire des propositions à l'enfant. Voilà. Après, ça, c'est à chaque enseignant, suivant quel relationnel il a créé avec ses élèves, qui va pouvoir créer ça. Mais la part que l'enseignant doit lâcher, c'est qu'il ne maîtrisera jamais ce qui se passe dans une famille. Ça, et heureusement, c'est la liberté de cette famille aussi. Donc voilà, et chacun son job. Ouais. Et l'inquiétude qui peut aller avec aussi, quand on pense à certaines familles où on sait qu'on a lâché les enfants dans des contextes familiaux violents, on peut imaginer toute la crainte qu'il y a avec ça. En t'écoutant parler, en fait, j'ai quelque chose qui se dessine qui est un état d'esprit d'emblée qui est de dire je crois en l'éducabilité des familles et je crois que chacun peut prendre sa place. Donc moi, en tant qu'enseignante, j'ai la responsabilité de donner cette place et d'expliciter comment elle peut être prise de façon inconditionnelle, et inconditionnelle dans la forme et inconditionnelle dans le temps, mais que finalement, ça, c'est ma part du job et que, hélas, je sais même pas si c'est hélas, je ne peux pas maîtriser la part du job qui est celle de l'autre. Et je trouve que c'est la même chose en temps. C'est la même chose en temps normal. Tout à fait. Je peux maîtriser que le temps de ce qui se passe en classe et pas le reste. Donc là, c'est la même chose sur la maison. Mais si on est honnête en tant qu'adulte, enseignant, éducateur, finalement, ça ne concerne pas tant de familles que ça dans notre classe. Il y a toutes les autres. Donc, c'est quelques familles qu'il va falloir aider individuellement et qui vont peut-être vous fermer la porte au nez. Mais vous, faites-le. Allez nourrir le lien. Moi, je disais souvent ça aux enseignants quand vous avez des écoles avec les plans Vigipirate, avec tout ce qu'on nous a mis en place, où les parents étaient derrière la barrière comme si il ne fallait pas rentrer dans une école, mon Dieu. Moi, je disais toujours aux enseignants quand ils me disaient, mais alors, le relationnel avec les parents, c'est pas simple, je leur disais, mais c'est à nous d'aller vers les parents. L'institution a comme rôle d'aller vers les parents. Pourquoi? Parce que nous, les enseignants, on a une race un peu particulière. Ça, les parents, écoutez bien. Et les enseignants aussi, écoutez bien. On est une race un peu particulière. Nous sommes des gens qui sommes allés à l'école toute notre vie. On a fait notre maternelle, notre école primaire, notre collège, notre lycée. On est allé à la fac, on est retourné à l'école. On est quand même beaucoup d'enseignants à ne pas savoir ce que c'est que de faire un CV, à ne pas savoir ce que c'est que de passer un entretien d'embauche. On est dans un monde un peu particulier. Et quelquefois, rappelez-vous, en tant qu'enseignant, quand vous étiez à l'école ou au collège, rappelez-vous le petit copain qui était complètement à la ramasse, du coup qui mettait le bazar dans la classe tout le temps, ceux qui écoutaient rien, qui ne rendaient pas leurs devoirs. Eh bien, ceux-là, ils sont devenus parents. Et quand ils amènent les enfants à l'école, ils ont ça dans le ventre. Tous les mauvais souvenirs, toutes les humiliations qu'ils ont vécues, tout ce rapport à l'institution avec l'impression d'une injustice monstrueuse, de nous, on s'en sortira jamais. C'est raté du départ parce que je ne suis pas née dans le bon berceau. Toutes ces fausses croyances avec lesquelles ils arrivent, ce n'est pas eux qui peuvent venir vers nous. Donc, moi, je crois que la responsabilité, elle est clairement du côté de l'enseignant ou de l'éducateur. C'est à nous d'aller nourrir le lien. Même avec les familles où on a l'impression que ça ne sert à rien, peut-être qu'on aura été, sans le savoir, la bouée de sauvetage un jour d'une famille où ça allait très mal, mais le coup de fil de la maîtresse, cet enfant qui vous a entendu et dire « mais je ne t'ai pas oublié, je sais que tu es là »,
Peut-être que c'est vraiment très important dans notre mission éducative aujourd'hui. Gardez-le en tête, nourrissez le lien. Alors c'est vrai, on entend aussi du coup toute la responsabilité que ça donne avec nous en tant qu'enseignants, la nécessité de vivre et de vivre en essayant au mieux de vivre et d'accepter ce challenge collectif qui nous est donné de vivre, quoi. Parce que c'est un sacré truc quand même. Et on est aussi des individus. Et je vois bien dans les commentaires, il y a des personnes qui disent ouais, mais ça fait beaucoup, quoi. C'est trouver une posture en tant que parent parce que j'ai mes propres enfants, trouver une posture en tant qu'enseignante à distance, une posture avec les parents. C'est vrai que ça fait quand même, c'est pas mal sur les épaules quand même. Ça fait beaucoup sur les épaules, mais en même temps, ça rend tellement vivant. C'est tellement bon, quoi. C'est-à-dire que le paradoxe de ce qu'on traverse en ce moment, bon, le côté sympa, c'est que on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Hein. Ça, c'est clair. Donc, tout est possible, dans le bon sens comme dans le mauvais. Bon, alors à nous d'essayer de nourrir le bon sens, à revoir certaines valeurs. On est obligé de rester dans un cocon enfermé. Bon, qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant? Parce que là, si on ne gère pas nos disputes, ça va finir en pugilat. Donc, on va être obligé d'en parler de ça. Comment est-ce qu'on règle nos tensions? Quelles sont les valeurs importantes qu'on défend sous notre même toit là, de ce qu'on a ensemble? Puis pour ceux qui sont tout seuls, bon, comment je nourris le lien quand je suis tout seul? Voilà, donc ça, c'est des questions, ne demandez pas les réponses, je suis comme vous. J'ai des moments où mon moral, il est là-haut, et puis j'ai des moments où ça tombe là. Enfin, on passe tous par là. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste qu'on est en train de découvrir un processus d'autonomisation en individuel, confiné de façon contraignante et avec la peur au ventre. N'oublions pas ça, parce que c'est quand même dans le package, il y a ça. Moi, pour l'instant, j'ai la chance de ne pas connaître dans mon entourage de gens qui sont vraiment en danger avec le coronavirus. Mais c'est obligé que dans vos familles, il y en ait qui rencontrent ça, ou que vous-même, personnellement, vous le rencontriez. Mais là, c'est l'occasion, même pour moi, enseignante, de parler de ma vulnérabilité aux parents. Je ne suis pas Superwoman qui va sauver tous les enfants de la planète. Je suis Isabelle, un être humain avec des limites. Donc, j'ai ma mission éducative que je vais essayer de tenir. Et puis, j'ai l'humaine que je suis. Et chez les parents qui sont en face de moi, il y a leur mission éducative de parents et il y a l'humain qu'ils sont, que je vais rencontrer. Peut-être que cette crise va faire que les parents et les enseignants vont quitter un peu leur casquette de parents et d'enseignants pour se rencontrer à hauteur d'humain. Moi, je sais qu'à l'école, je vis ça avec les enfants. C'est très nouveau pour moi, pourtant, il y a un paquet d'années que j'enseigne, mais c'est nouveau pour moi de rencontrer mes élèves d'humain à humain sur la question du réchauffement climatique. Ils me disent carrément, avec mes cheveux blancs, Isabelle, t'es gentille, mais on est plus concerné que toi par ce problème. Voilà, donc on veut passer à l'action. Et là, je me retrouve d'habitude avec une problématique que je traite en tant qu'adulte, donc avec une posture qui peut être décollée, mais protectrice, hein, pas hiérarchique, mais protectrice en disant, vous inquiétez pas, allez jouer, nous on s'en occupe. Et là, tout d'un coup, on est d'humain à humain, ils veulent s'en occuper autant que moi. Et bien là, je pense qu'avec les parents d'élèves de l'école, oui, même une institut qui se fait du souci, je pense qu'elle a le droit de dire en entretien avec les parents, je suis très inquiète pour ma mère qui est hospitalisée actuellement. Voilà, j'ai besoin de vous le partager parce que c'est pas facile pour moi. Mais pourtant, je vais pouvoir assurer quand même mon rôle d'éducatrice avec votre enfant. C'est pas au même endroit. Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu proposes. C'est ça. C'est ce que tu proposes est très intéressant comme lecture parce que pour accompagner les enseignants depuis 3 ans, on voit bien qu'à certains moments, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont peur finalement s'ils se montrent humains, quelle décrédibilisation ils ont de leur posture d'enseignante. Et finalement, dans la proposition que tu viens de faire,
c'est pas la même chose. C'est qu'on on a des missions, une mission enseignante, une mission éducative pour les parents. Et cette mission, elle reste valable, même si on se rejoint en tant qu'humain. Et à nous, effectivement, mais de part et d'autre, de mettre les limites si on sent qu'elles sont dépassées. Mais les limites se dépassent dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, des fois, on dépasse des limites dans le domaine de mission éducative des parents, où on va émettre des jugements sur la manière dont ils élèvent leurs enfants, par exemple, ce qui n'est absolument pas de notre regard, et vice-versa. Donc, c'est assez intéressant. C'est structurant, cette manière que tu as eu d'expliquer les choses. Je trouve ça très intéressant. Si ça peut aider, c'est bien. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, et en essayant d'être un peu plus pragmatique, parce que là, on a dit, on était sur le monde des idées et des intentions. Et concrètement, à partir d'un travail scolaire, comment on peut essayer d'accompagner les parents à trouver une juste place? Est-ce que tu as des idées particulières? Moi, j'ai par exemple, pour lancer la discussion, je trouve que ça serait intéressant, dans le travail qu'on donne aux élèves, d'avoir 2 encarts. Un encart consigne pour l'élève, même si elle est lue par les parents, c'est la consigne pour l'élève, et qu'on ait à côté la consigne pour les parents, en disant, voilà, ce que j'attends de vous, c'est que vous lisiez la consigne à votre enfant. Vous n'avez pas le droit de lui donner la réponse, ce n'est pas grave, même s'il y a une feuille blanche, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, je trouve qu'il y a un truc à tester là. Tout à fait. Là, il y a vraiment à être créatif, et notamment expliquer aux parents ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, l'histoire du temps. Donc là, vous allez le laisser lire la consigne et vous allez compter jusqu'à 10 dans votre tête. Il faut qu'on soit précis, parce que la notion de temps, on a tellement l'habitude d'aller vite, 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 de répondre à nos mails, à nos textos, à nos machins. Là, tout d'un coup, on a un temps qui est sûrement beaucoup plus réel, en fait, que ce qu'on vivait d'habitude. Hein. Mais on a un temps comme ça à aborder qui est long. En plus, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et avec les parents, il faut leur dire, par exemple, si vous vous rendez disponible à votre enfant, vous allez lui dire, j'ai une demi-heure. Du coup, parce que, par exemple, je suis en télétravail, donc il faut que je travaille. Ou bien je reviens, parce que je suis un parent soignant, je reviens de l'hôpital, je suis éreinté, j'ai une demi-heure, pas plus. Donc pendant cette demi-heure-là, là aussi, il va falloir que l'enseignant, il écrive qu'est-ce qu'on dit à l'enfant, qu'est-ce que l'élève fait tout seul. Et il va falloir aussi que l'enseignant dise aux parents qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important. C'est-à-dire qu'est-ce que, dans cet exercice-là, quelle est l'intention de l'exercice? Quelle est exactement la petite chose auquel je veux qu'il fasse attention? Parce que pour le parent, peut-être qu'il va être complètement hors sujet. Le parent peut ne pas du tout comprendre quel est l'intérêt de l'exercice et se tromper avec en plus une bonne foi énorme. C'est-à-dire que lui, il a cru bien faire, il s'est bien appliqué, mais il n'a pas fait la bonne chose. Donc, il va falloir qu'on lui dise, attention, dans cet exercice, à la fin de l'exercice, nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant il soit capable de faire ceci, faire cela. Alors ça, c'est des vieilles recettes de vieilles instituts qu'on travaillait avec la pédagogie par objectif. Et c'est une phrase qui est très facile à comprendre et les parents, ils peuvent la repérer, cette phrase. À la fin de l'exercice, l'enfant doit être capable de dire ça, de calculer, de penser à aller prendre ses tables de multiplication quand il ne sait pas la réponse. À la fin de ce travail, il doit être capable d'être allé tout seul chercher dans le cahier de conjugaison les terminaisons du présent. S'il n'y a pas pensé tout seul, il va falloir lui dire, alors demain, on va refaire un exercice sur le présent, tu devras y penser tout seul si tu ne te souviens plus. On va apprendre aux parents aussi comment marche la mémoire. Hein, c'est-à-dire que la mémoire, elle marche, on se fait des images dans la tête, où on voit des choses dans sa tête, on entend des choses dans sa tête. Ben ça, nous, enseignants, il va falloir qu'on transmette un peu ça aux parents, en leur disant, mais dites-leur, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, beaucoup d'enfants répondent tout de suite, ah, mais moi, je vois rien, là, je vois rien. Et vous dites, non, mais alors, si je te dis, imagine ta chambre,
Tu vas dans ta chambre et tu vas chercher ta peluche. Est-ce que tu vois la peluche? Oui, mais c'est ça, voir dans sa tête. C'est pas le voir comme une image pour de vrai, c'est l'imaginer dans sa tête. Est-ce que tu entends dans ta tête quelque chose? Alors, j'entends rien. Je dis, ben si. Alors là, imagine une cloche qui est en train de sonner. Tu l'entends? Ah ben oui, là, je l'entends. D'accord. C'est ça, entendre dans sa tête. Donc, donner des exemples aux parents pour qu'ils puissent expliquer à leur enfant. Parce que pour nous, en tant qu'enseignants, il y a plein de choses. C'est tellement évident. Oh là là, on oublie complètement. Donc, du coup, ce que je vois comme enjeu, c'est finalement dans chacun des exercices, donc on va voir qu'il faut du coup ne pas en donner trop, hein, pour chacun des exercices ou des activités qu'on va proposer, on va essayer d'imaginer donc la consigne pour l'élève, pour qu'il soit le plus autonome possible, et à côté, la méthodologie et l'aide pour les parents, et de dire, vous en tant que parent, vous pouvez accompagner votre enfant en lisant la consigne. Si jamais il ne comprend toujours pas, vous devez pouvoir lui poser 2 questions. Si c'est toujours un souci, eh bien, je vous donne un petit lexique qui pourra peut-être rappeler à votre enfant ce qu'il a fait il y a 2 mois. Et donc, du coup, de transvaser notre expertise enseignante sur un petit lexique ou sur une petite feuille à part qui soit destinée aux parents. Et j'aurais envie d'aller encore plus loin, et c'est de pouvoir dire aux parents, attention, si votre enfant freine des cas de fer, si votre enfant ne fait pas, si votre enfant n'y arrive pas, vous laissez feuille blanche et c'est avec moi qu'il répondra de ça, et vous n'êtes pas responsable de ça. Ça me paraît vital. Ouais, ça, c'est vraiment important que ce soit l'enseignant qui soit dans la rigueur. C'est lui qui pose ce cadre-là. Tout à fait. Et puis, quand je t'entends, je me mets dans ma peau d'enseignante et je me dis, oh là là, tout ça à faire. Elle ne se rend pas compte, Nathalie. Parce que moi, ce dont je me rends compte, là, Nathalie, c'est que moi, là, en tant qu'enseignante, ça me demande un boulot de malade, ce que tu demandes. Oui, tout à fait. C'est énorme. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire que pour les petits, grande section, CP, CE1, on va donner des exercices de révision. Et en gros, la consigne pour les parents, c'est trouver des jeux dans la semaine pour les faire écrire. Donc, sur le téléphone, envoyer des messages. Pour lire des histoires, ils en lisent un petit morceau. Lire une recette, voilà. Compter, calculer, des situations de la vie quotidienne. Faites des jeux de société avec eux, on compte et on calcule, au jeu de loi, je sais pas quoi, il y a plein de jeux de cartes où on peut compter, etc. Et puis pour les plus grands, on va chercher à les autonomiser. Et à partir du CE2, CM1, CM2 et au collège, au lycée, d'autant plus, apprenez-les à coopérer. Apprenez-leur à téléphoner à un copain, à faire une visioconférence comme on fait là avec des copains. Et au lieu de se raconter que des âneries, on va corriger ensemble le boulot que le prof nous a demandé. C'est pas toujours aux parents de s'y coller. Et je pense que les enfants, il faut qu'ils apprennent à coopérer entre eux, parce que sinon, pour nous adultes éducateurs, bon, ça nous demande un vrai effort d'expliquer aux parents ce qu'il y a à faire, mais globalement, c'est impossible de tout expliquer. Donc, tu as raison. Pour moi, les questions importantes, c'est de laisser le temps à l'enfant de chercher, de ne pas l'aider tout de suite, de lui demander qu'est-ce que tu as compris dans ta tête. Ensuite, de quoi tu aurais besoin, de lui montrer éventuellement avec un exemple et de répéter le même exemple plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne. Et ça, c'est valable un peu pour toutes les leçons. En fait, c'est un peu une fiche type. Après, dans les exercices, je pense que les enseignants, franchement, donnez peu de choses à faire, s'il vous plaît. Moi, j'entends des familles qui n'en peuvent plus, quoi. J'ai des amis qui me téléphonent quand ils disent la liste d'exercices. Je pense que c'est des enseignants qui stressent et qui se disent, si on veut que je sois une bonne enseignante, il faut que j'ai donné beaucoup de travail. Il y a même des parents qui stressent les enseignants en disant, donnez du travail, donnez du travail. Mais là, on va renvoyer aux parents. Nous, notre boulot, c'est pas de créer une différence dans ma classe monstrueuse que je ne saurais pas récupérer quand je vais retrouver mon groupe classe. Donc, mon boulot, c'est d'entretenir le lien avec mes élèves et d'entretenir le suivi pédagogique pour tous. Et donc, si votre enfant est très brillant et qu'il aime beaucoup l'école, eh ben, collez-le sur le CNED là, pendant 2 heures. Il n'y a pas de souci, faites-lui plaisir. Il y a ce qu'il faut en ligne, hein, entre France 4, le CNED, pour les enfants qui ont envie de manger de l'école parce qu'ils aiment ça.
il y a vraiment ce qu'il faut en ligne. Nous, c'est pas là qu'on doit être. Ça, c'est pas notre place. Donc, pour les très bons élèves qui aiment beaucoup travailler, pour les parents qui sont très demandeurs que leur enfant travaille beaucoup à l'école, envoyez-les là-dessus en plus de ce que vous demandez. Là, moi, je parle du minimum qui concerne tout le monde et qui ne doit pas faire d'injustice sociale à la sortie, qui ne doit pas couler de quelques enfants qu'on tient à bout de bras toute l'année. Là, ceux-là, il ne faut pas qu'on les perde. Voilà. Et puis, les très bons élèves, ça, il n'y a rien de plus facile. Il y a de quoi faire en ligne. Dites aux parents de se régaler, de se faire plaisir. Voilà. Mais oui, ça ne part pas de notre demande, c'est-à-dire qu'on a la même demande pour tout le monde au niveau de la classe. Et c'est là qu'on ne creuse pas, effectivement, qu'on ne creuse pas trop les écarts, parce que, soyons clairs, on évite de forcément les écarts. Exactement. Ça, on le maîtrise. J'avais envie qu'on essaye il nous reste 10 petites minutes. J'aime bien l'idée d'accompagner les parents sur, finalement, ce qu'ils peuvent faire en dehors du scolaire pour accompagner les apprentissages. Et je pense au respect de l'engagement, les fonctions exécutives, la participation à la vie familiale, finalement, qui sont des tâches et des activités qui servent aussi au scolaire. Parce que l'engagement, être attentif à quelque chose, aller mettre la table du début à la fin, toutes ces notions-là, qui sont des notions transverses et des compétences transverses, elles serviront à l'école. Elles serviront surtout à la vie sociale. Et l'école, elle est là au service de la société et des futurs citoyens de demain. Donc, c'est complètement important. Et donc là, en famille, moi, j'ai un conseil à donner aux parents. C'est un truc qui marche vraiment très bien. Moi, en tant que parent, j'aurais aimé le savoir quand j'avais mes enfants encore à la maison. En fait, vous pouvez vous répartir les rôles. Par exemple, ça peut être le mardi, je pars de l'exemple d'une famille où les deux parents sont confinés et ne travaillent pas, ou ont du télétravail, mais pas trop. D'accord ? Après, à vous adapter suivant votre histoire. Mais on va partir de ce postulat-là. Et ben, par exemple, ça serait de dire, on fait un emploi du temps familial. Et donc, le lundi matin, par exemple, de 9h à midi, c'est le père qui s'occupe des enfants. La mère, elle va qu'à ses occupations. Comme ça, si elle a du télétravail, elle peut aller le faire. Si elle a une lessive ou quelque chose qu'elle a envie de faire, ou si elle a envie de prendre du plaisir, elle toute seule, elle peut se faire une bulle pour elle toute seule. Et puis, à midi, c'est un temps collectif, on est tous ensemble. Et puis, de 2h à 4h, chacun est dans sa bulle. Et puis, de 4 à 6, c'est la mère qui s'occupe des enfants et c'est le père qui a son moment de bulle. Il faut absolument que vous préserviez des moments où vous, en tant qu'adulte, vous allez vous ressourcer tout seul. Mais dans un couple, on tombe souvent dans un piège qui est que l'autre devrait comprendre, comme par miracle, que là, en ce moment, j'aimerais être tranquille. C'est impossible, ça ne marche pas du tout. Donc, il va falloir l'écrire sur un papier. C'est-à-dire que tous les lundis, je sais que j'ai une poche d'air en tant que maman. J'ai 3 heures devant moi où je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller me couler dans un bain et de rien faire pendant 3 heures, parce que c'est ça dont j'ai besoin, je peux le faire. Ça m'aidera à tenir le reste de la semaine. Donc, moi, vraiment, les parents, échangez vos rôles. Vous n'êtes pas obligés d'être parents les deux en même temps, tout le temps. Vous avez tous fait l'expérience, par exemple, de ce fameux moment du soir, vous savez, entre 6 et 8, là, où il y a le bain, les devoirs et aller se coucher. Personne n'aime tellement cette période-là. Mais si vous avez réparti dans la semaine, le lundi c'est toi, le mardi c'est l'autre, le jeudi c'est l'un, le vendredi c'est l'autre, vous allez voir, c'est formidable parce que quelquefois on s'y colle tous les deux. Mais en même temps qu'on est en disponibilité avec son enfant, on est en crise de couple. C'est-à-dire qu'en même temps, à l'intérieur, on ronge en disant « Ouh là là, et l'autre quand même, je vois bien qu'il s'en occupe jamais, c'est toujours moi qui m'y colle, et lui, quand est-ce qu'il va s'y mettre ?» Ou alors pire, on le laisse faire, et par exemple, on le voit qui explique à notre enfant les maths, et là, on intervient dans « C'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. » Non, on va départager, et là, sur une petite surface qui est un appartement, on va faire des zones libres.
Donc, il y a une zone où, là, c'est le papa qui est avec l'enfant et la maman, elle est ailleurs. Et donc, le papa, il fera à sa sauce. Et peut-être qu'il ne fera pas du tout comme la maman aurait fait. Et c'est OK. Soyons créatifs. Parce qu'on va être surpris, quelquefois, ça marche hyper bien. Et d'autres moments, ça va être à la cuisine, ça va être le papa ou la maman qui va faire à manger. Et l'autre parent s'enlève, il le laisse faire avec les enfants. Et d'autres moments, suivant l'âge de vos enfants, laissez vos enfants le faire. Et vous, en tant que parent, vous vous retirez pour avoir un moment tous les deux. Et ça, c'est écrit sur un plan en début de semaine. On sait que dans la semaine, on a des créneaux définis comme ça. Alors, on aimerait tellement que ça se fasse naturellement qu'en général, on n'ose pas le poser. Mais alors là, je pense que sur 1 mois et demi de confinement, vous n'avez pas le choix. Je vous conseille de réguler ça. Nous, à l'école, on le régule. Par exemple, les enfants, ils rendent des services. Il y a une roue des services. Et toutes les semaines, c'est un nouveau groupe d'enfants qui rend tel service. Et ils savent qu'ils passent tous à leur tour. Si je sais que je vais passer à mon tour, ça crée de l'égalité sociale et ça crée de l'apaisement. Ce n'est plus une contrainte puisque c'est juste et égal. C'est pareil à la maison. Faites des roues de service de qui met le couvert le lundi à midi, qui met le couvert le soir, qui débarrasse, qui balaye, qui essuie la table. Vous allez voir, c'est merveilleux. Après, ça se fait comme ça parce que tout le monde sait que c'est juste. Et ça nous apprend que dans notre société, plus d'équité, parce que suivant les âges et suivant qui je suis, je ne peux pas faire la même chose. Plus d'équité, c'est encore mieux que plus d'égalité. On va vraiment y gagner à développer ça dans les maisons. Tout à fait. Et je pense que ça, en plus, ça montre aux enfants qu'on a le droit et le devoir de se préserver. Et donc, en tant qu'enfant, de se dire, bah oui, on me donne la possibilité sur cette heure de début d'après-midi d'être chacun dans sa bulle. Eh bien, j'apprends à être dans ma bulle et je me rends compte que c'est agréable. Donc, j'imagine que pour l'autre, ça doit être aussi agréable et nécessaire. Et du coup, c'est un vrai apprentissage. Alors, je vois Karine qui dit je suis maman solo, H24. Et oui, je crois qu'il y a très clairement H24. Karine, je ne sais pas quel âge. C'est un enfant qui a quel âge, Karine? Karine, tes enfants ont quel âge? Mais c'est vrai que c'est bon, voilà. Si c'est un petit de 18 mois, si c'est un petit de 18 mois, oui, Karine, tu es parent solo et là, tu es obligé d'être disponible chaque fois qu'il est réveillé. Mais s'ils sont un petit peu plus grands, c'est-à-dire que je pense qu'à partir de 3-4 ans, tu peux leur demander des moments comme ça. Tu peux dire, moi, en tant que maman, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, j'ai besoin d'être tranquille 1 heure par jour. Donc, par exemple, de 14h à 15h, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te va bien? Et pendant cette heure-là, tu as interdiction de venir dans ma chambre et toi, tu es dans la tienne. Il faut absolument que nous, les adultes, on apprenne à tenir compte de nos besoins personnels. C'est le meilleur apprentissage par imitation pour nos enfants, pour qu'ils apprennent eux-mêmes à tenir compte de leurs besoins personnels. Tous les jours, il faut que vous ayez un moment pour vous ressourcer. Ne vous laissez pas bouffer. Parce que en éducation, si vous êtes toujours en train de leur donner par l'extérieur ce dont ils ont besoin, ils ne sauront pas le trouver tout seuls à l'intérieur. Donc, il faut absolument qu'ils aient un moment dans la journée où ils doivent le trouver tout seuls. Et ils vont voir qu'ils l'ont à l'intérieur, comme tout le monde. Donc, avant d'y aller, vous leur dites, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant cette heure? Tu pourrais, par exemple, faire un puzzle, tu pourrais, par exemple, faire un dessin pour ta grand-mère, tu pourrais, par exemple, écouter de la musique dans ta chambre, regarder tes livres, faire une construction en Lego. On met le timer, hop, c'est parti, l'heure, elle commence. Moi, je vais de mon côté me dire ce qui me ferait du bien et je vais nommer à l'enfant ce qui me fait du bien pour lui apprendre. Par exemple, moi, ce qui me fait du bien, c'est de regarder une série. Ou ce qui me fait du bien, ça va être un moment où je pense à rien, donc j'écoute de la musique. Ça va être un moment où je danse, ça va être un moment où je marche, ça va être un moment où je fais de la gym montrée en ligne. J'ai envie de dire, surtout à la maison, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Essayez de trouver du plaisir à être enfermé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enfermé? Regardez tout ce qu'ils ont mis en ligne. Moi, j'ai ma petite fille qui me montrait l'autre jour où elle fait de la gym avec sa mère en ligne et elle s'amuse comme une petite folle. Voilà, jouez, quoi, trouvez. Là aussi, il faut être créatif.
Mais gardez-vous des moments seuls. Tenez compte de vos besoins, sinon vous allez péter un câble. Oui, plus que jamais, effectivement, dans le contexte qui est le nôtre. On est tellement poussé dans nos retranchements que des choses qu'on n'a pas forcément réussi à mettre en place jusque-là, peut-être qu'on va être poussé à le faire. Alors moi, du coup, je prends le pendant enseignant. Comment, en tant qu'enseignant, finalement, on peut aussi peut-être accompagner ça. Je repense à Nicolas dans une émission la semaine dernière qui travaille en collège, lui, et qui proposait à ses élèves des badges. En fait, des badges de celui qui se lève tôt, un badge de celui qui aide à la maison. Et donc, finalement, d'encourager cette prise d'initiative et d'encourager cette organisation à la maison qui peut ne pas être finalement intuitive pour les parents. Et donc, d'obliger par quelque chose qui est ludique, en l'occurrence les badges ou le diplôme de celui qui aura mis la table le plus souvent dans la semaine, enfin peu importe. En tout cas, trouver des trucs qui peuvent peut-être faire le relais et faire le lien dans vos programmes de travail, c'est-à-dire dans les activités qui sont proposées, proposer des choses qui sont de l'ordre du vivre ensemble à la maison. Alors moi, je le tournerai un tout petit peu différemment parce que entre frères et sœurs, ça peut très vite faire de la compétition pour avoir le plus de médailles possible. Tout à fait. Donc, pour éviter cet écueil-là qui peut vraiment se pointer, ça va être le transformer sous forme de compliment. C'est-à-dire qu'on va, voilà, bah tiens, le soir, on va se faire des compliments. Donc, moi, je vais dire aux autres, dans ma famille, mais en tant qu'enseignant, je peux aussi le faire avec mes élèves dans ce lien particulier qu'on entretient. Ce que j'apprécie, c'est que tu es tout le temps à l'heure sur le rendez-vous qu'on s'est donné. Pour moi, ça, c'est super confortable parce que du coup, en termes d'efficacité, c'est génial. À peine on se branche, tu es tout le temps là. Donc, merci. Donc, déjà, de remercier. Merci pour tous ceux qui étaient à l'heure. C'est vraiment très agréable. Voilà. Après, ça merci. Ah, merci pour ceux qui ont respecté les emplois du temps que j'ai donné quand j'ai demandé qu'on rende le travail avant vendredi. Ben, merci un tel qui l'avait fait. On va vraiment être dans du positif. Et avec les enfants à la maison, ça va être de valoriser ce qui se fait bien. Le processus, il est très simple. Hein, c'est positiver nos propos. Le principe, il est très simple. Si vous commencez à noter tout ce qu'ils font pas bien dans la journée, vous vous rendez compte que c'est monumental. Voilà. Mais si vous commencez à nommer ce qu'ils font bien, et vous allez voir, les autres ont envie d'imiter. Et là, mais juste, c'est merveilleux. À chaque fois qu'on s'oblige à dire ce qui se passe de bien, on oblige notre regard à être du côté du positif, ça emmène toute l'énergie de la maison de ce côté-là. Les gens se mettent à dire oui, ça aussi c'était chouette, et puis ah, tout à l'heure, t'as vu, on a vu un petit oiseau qui est venu se poser sur le balcon. D'habitude, on ne se le dit pas tout ça, mais là, en ce moment, c'est super précieux. Tous ces petits détails de la vie qui réenchantent la vie, il faut absolument que ces compliments-là, on se les donne en se mettant pas en compétition. Oui, tout à fait. Et donc, on peut faire un jeu qui s'appelle le jeu des compliments. Vous pouvez faire ça avec vos enfants à un moment où c'est la crise. Nous, à l'école, on le fait avant Noël, quand ils sont super fatigués, super tendus, super excités par le Père Noël qui arrive. Les maîtresses sont super fatiguées et super tendues aussi. On fait le jeu des compliments. C'est-à-dire que soit on tire au sort le nom de quelqu'un, soit dans une famille, on peut se coller une feuille dans le dos et chacun dit un compliment. Et les petits peuvent faire un dessin, un cœur ou quelque chose. Et après, on regarde la feuille qu'on a dans son dos. Et comme tout le monde en a une, tout le monde a reçu des compliments. Et on regarde et on dit que ce qui va bien. Voilà, parce que naturellement, pour l'instant, en France, je ne sais pas du tout si c'est pareil ailleurs, mais culturellement, on a tendance à beaucoup parler de ce qui va mal. Et donc là, vous allez apprendre à vos enfants un des atouts de la culture de la paix, c'est de s'obliger aussi à regarder ce qui va bien. Et donc là, dans cette vie confinée qui n'est pas agréable et qui est stressante, qui est inquiétante et dont on ne sait pas la fin, qu'est-ce qu'on apprend ensemble? Et puis, quels sont les côtés sympas? Alors, on aura des moments pour parler des côtés pas sympas, parce qu'il faut pas, on est vulnérable et on a tous des moments où c'est pas sympa. Et on va s'efforcer par moment de remonter le moral des troupes en parlant de ce qui va bien. Tiens, il y a ça qu'on n'avait jamais fait ensemble.
Parce qu'on va avoir des enfants ravis de revenir à l'école et certains qui ne seront pas ravis. Parce que eux, ce qu'ils auront vécu à la maison, c'était vraiment super, ils auront eu enfin des parents disponibles. Donc, il y aura les deux. C'est vrai. Du coup, tu arrives sur la dernière question qui me semblait intéressante. C'est finalement, est-ce qu'on peut dire maintenant, au bout de 2 semaines, ce que cette crise et cette obligation à vivre à la maison, confinée avec ses enfants et faire classe à la maison, qu'est-ce qu'on peut voir se dessiner en termes de coéducation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner? Alors, c'est encore un peu tôt. Moi, ce que je perçois, c'est que ça nous oblige de nous parler d'humain à humain, de ne pas être seulement sur nos postures sociales. On va aussi partager nos humanités, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, pour les enseignants, je crois vraiment que c'est l'occasion de retrouver notre liberté de chercheur en pédagogie. On est obligé d'être créatif là, et personne ne peut nous dire comment faire, surtout pas Jean-Michel Blanquer, hein, qui a toute la bonne volonté, et j'aimerais pas être à sa place, donc je le remercie de tenir ce rôle. Je respecte tout à fait ce qu'il fait. Néanmoins, sur le terrain, il n'y a plus personne pour nous aider. Et quelle chance! On va être obligé de développer notre créativité, de reprendre notre pouvoir pédagogique, qui est le pouvoir dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau qui n'a jamais été inventé encore? Parce que qui je suis est unique. Donc, de façon singulière, je vais pouvoir créer de nouvelles pédagogies auxquelles personne n'avait jamais pensé avant, parce que le confinement, on n'a jamais connu. L'école par Internet, on n'a jamais connu. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en route en créativité pédagogique? Qu'est-ce que je peux mettre en route où je me fais plaisir en tant qu'enseignant, sachant que je ne suis plus en contact réel avec mes élèves? Moi, ce qui me rassure beaucoup, Nathalie, c'est que ça remplacera jamais le contact réel. Ouf! Parce que une de mes peurs, c'est qu'on croit que on va tout faire par vidéo, il n'y a plus besoin d'avoir d'enseignants. Ah non, ça ne marche pas très bien en fait. Donc ça, c'est très rassurant. Ça ne marche pas très bien. Donc oui, on va garder la joie des classes avec des enfants bien vivants et on va pouvoir les retrouver à la rentrée. Par contre, ça met vraiment en avant comment créer de la pédagogie, comment être chercheur. Donc, moi, j'invite les enseignants à aller retrouver cette joie entre eux d'inventer des outils, d'inventer des méthodes, sans un regard social de l'inspecteur qui vous dit si ça va ou si ça ne va pas. Expérimentez et faites-vous plaisir. Et si vous vous trompez, eh ben, vous allez le lendemain rectifier le tir et faire autrement. C'est ça, apprendre. C'est ça qu'on répète à nos élèves tout le temps. Vivons-le. Expérimentez, essayez. J'ai rien à rajouter, Isabelle. J'ai juste envie de te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé. Tu vas pouvoir aller faire ton heure de balade en forêt. Dans la nature. Moi, j'ai la chance d'avoir de la nature pas loin. Tout à fait. Un grand merci à tous ceux qui... Oui. Et bon courage. Gardez le lien, c'est ce qui est le plus important. Un grand merci à vous tous. On se retrouve demain après-midi avec une intervention que j'attends avec impatience avec Hélène. J'ai oublié, je vais écorcher son nom, psychologue et qui partagera avec nous toute son expérience sur le confinement et les répercussions psychologiques, physiologiques et de comment on sort de ce confinement. Donc une émission qui s'annonce fort riche en apprentissage. Un grand merci Isabelle, un grand merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.